à toutes et tous. Merci de vous être rendus si nombreux pour ce dernier jour de cette deuxième édition, de cette deuxième très belle édition du Festival des rencontres philosophiques Michel Serres. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cédric Villani, qu'on ne présente plus, mais un petit retour bref entre l'acquisition de sa médaille Fields en 2010 sur les travaux concernant l'équation de Boltzmann et l'amortissement Landau, en passant par ton rapport à l'IA. Je précise que tu as un attachement à la région étant un enfant de Brive. Vous avez la chance d'avoir Alain Aspect à Agen et Brive a la chance d'avoir Cédric Villani et donc deux éminents scientifiques de cette dernière décennie. Et nous accueillons aussi Sylvain Louradour de NetExplo, l'Observatoire mondial des innovations et tendances numériques qui est partenaire de l'UNESCO et du Sénat. Il en est le directeur associé et j'excuserai pour ma part Amélia Matar, la fondatrice de Coloris, qui dans un souci de cohérence a préféré ne pas prendre l'avion ce matin pour faire l'aller-retour. Elle a été empêchée pour prendre le train hier. Aujourd'hui, on va échanger sur la place de la technologie dans la transition écologique. Le progrès technologique est souvent présenté comme une des solutions à la transition écologique. Nombreux sont ceux qui espèrent qu'il nous épargnera des efforts collectifs considérables. Pourtant, les nouvelles technologies sont souvent gourmandes en métaux précieux comme en énergie. Ainsi, la fuite en avant dans l'innovation peut parfois s'avérer problématique au regard de nos objectifs climatiques. En même temps, il est difficile d'imaginer lutter contre le réchauffement et nous y adapter sans innover de façon importante. Par conséquent, doit-on s'émanciper du progrès technologique ou au contraire s'appuyer sur ce dernier ? Comment arriver, entre guillemets, à la neutralité carbone sans captation du CO2 ? Ou alors quel mode de captation ? Technique, technologique, voire naturel, avec la capacité des arbres à l'effectuer. J'ai envie d'interroger aussi ce matin l'idée de progrès. L'idée de progrès aujourd'hui doit être réinterrogée à l'aune de cette nouvelle révolution qu'on doit engager, révolution industrielle ou révolution environnementale. Et tout simplement, sommes-nous capables de répondre à la crise avec les outils déjà disponibles ou faut-il en inventer de nouveaux ? Messieurs, je vous cède la parole. Je propose à Cédric de démarrer et à Sylvain de rebondir. Merci beaucoup Baptiste pour cette introduction pleine d'enthousiasme. Mes chers amis, je vais commencer par rendre hommage à Amélia Matar qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin et qui aurait, d'abord, outre le fait que c'est devenu de nos jours en 2022 indécent de se présenter devant vous en assemblée 100% masculine pour discuter de l'avenir du monde, et n'est-ce pas, indécent est le mot. Et Amélia a été extrêmement attendue. Quelques mots sur ce que fait Amélia et en quoi sa contribution dans le monde d'aujourd'hui est remarquable. Amélia, c'est une fondatrice de Coloris, cette entreprise qui s'occupe de l'initiation de nos jeunes enfants à l'informatique au sens de la programmation, au sens logique, au sens de celui qui va bien avec les sciences mathématiques, au sens de celui qui avait été défriché au départ par Ada de Lovelace. Et c'est une initiation à la programmation qui se fait sans écran, avec des moyens logiques, avec des moyens physiques, avec couleurs comme son nom l'indique, objets tactiles et tout ça pour bien insister sur le fait que l'essentiel dans la programmation n'est pas tant la technologie qu'on utilise, qui peut être l'électronique, qui est l'électronique dans la quasi-totalité des applications aujourd'hui, que la mentalité sous-jacente et que cela peut se faire à travers toutes sortes de technologies. Dans un contexte où on sait bien à la fois l'importance pour nos jeunes de se familiariser avec la programmation qui ne vient pas automatiquement avec la plongée dans le monde de l'électronique, même presque le contraire, plus l'interface de la machine que vous avez est sophistiquée et moins elle vous incite à essayer de savoir ce qu'il y a dans le capot. Dans un monde où la familiarité avec la programmation ne vient pas automatiquement et dans un monde où nos jeunes passent beaucoup trop de temps devant les écrans, les plus vieux comme moi aussi, mais c'est moins embêtant. On a déjà passé les stades critiques de développement et tout ce que vous voulez. Mettre en place une technologie qui permettait avec Coloris à la fois de faire de l'initiation avec la programmation sans passer plus de temps avec les écrans, c'est concilier à la fois la possibilité pour nos enfants d'apprivoiser le monde d'aujourd'hui tout en restant bien maître des processus de son intégrité biologique.
Et je vais entamer avec un hommage aussi sur un deuxième absent, qui est bien sûr Michel Serres, à qui ces rencontres sont dédiées. Michel Serres, vous en avez parlé déjà, j'imagine, tant et plus, le contrat avec la nature a été évoqué. Je ne sais dans quels termes ont été évoqués son amour de la technique, mais c'est quelque chose de frappant. Hein. Quand je dis amour, c'est émerveillement, fascination. Un ouvrage merveilleux de Michel Serres que j'ai dans ma bibliothèque, c'est son ouvrage sur les ponts, Homo Pontifex, un ouvrage dans lequel il rend hommage aux ponts avec toutes sortes de photographies de ponts, des ponts de haute technologie, des ponts de basse technologie, certains faits avec des cordes, certains faits avec les dernières avancées technologiques, des ponts abstraits aussi, et insistant aussi sur le côté d'émerveillement qu'on peut ressentir, que ce soit que ce soit face à un pont, que ce soit face à une centrale complexe. Je me souviens mon émerveillement le jour où j'ai visité le National Ignition Facility au Livermore Labs aux États-Unis, dans l'une des entreprises qui fait des recherches sur la fusion nucléaire. Vous rentrez dans cette espèce de cathédrale technologique invraisemblable, bourrée de câbles, bourrée de machines et de sous-machines. La première notion, c'est l'émerveillement. Ça peut être aussi l'émerveillement que j'avais gamin devant un bouquin qui détaillait en long et en large toutes les innovations qu'il y a et qu'il a fallu avoir pour arriver jusqu'à la voiture. La voiture en tant que telle est quelque chose de merveilleux. Ce qui est un cauchemar, c'est le milliard de voitures. Ce qui est un cauchemar, c'est les voitures qui encombrent la société. La voiture utilisée à tout va, là où nous pourrions nous en passer, pour la majorité d'entre nous dans cette salle, pour 90% de nos usages. Et dans la bonne façon, l'émerveillement face à ce qu'est une réalisation technologique ne doit pas nous dispenser de la réflexion sur le fait de garder le contrôle de notre qualité de vie et les concessions ou pas. Ivan Illich, dans ses ouvrages, dans son célèbre ouvrage sur la convivialité, distinguait l'outil qui fait de vous un esclave dont vous ne pouvez pas vous passer et qui commence à manger de vos ressources, l'outil trop complexe souvent, et l'outil simple qui, au contraire, vous aide à développer vos facultés. L'outil qui vous donne une carte de l'endroit où vous allez, mais vous laisse le libre choix du moyen par lequel vous allez à pied, comme c'était mon cas aujourd'hui, me retrouvant à Agen, dans cette ville que je ne connaissais pas, avec une petite application m'indiquant exactement quelle rue emprunter si je voulais être ici à l'heure sans effort, en utilisant le moyen de transport qui a été dominant pour l'humanité depuis son apparition de très 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 loin, qui est la marche à pied. Et dans Coloris, vous retrouvez aussi ce genre de choses. Dans Michel Serres et à la fois le rapport, l'émerveillement de la technologie et le rapport à la nature, vous retrouvez ça aussi. Et on va, je vais lancer, pas monopoliser la parole parce qu'il faut qu'il l'échange. Tu peux répondre aussi à la question. Et je peux aussi répondre à la question. Baptiste, tu as plus de carrière que moi en politique et tu sais bien qu'en politique, on t'apprend dès le début à répondre ce que tu avais préparé en avance et pas ce que l'intervieweur t'a préparé. Mais on va dire premièrement, est-ce que la technique va jouer un rôle dans la transition / bifurcation / révolution écologique qui n'a pas commencé, au sens où à l'échelle mondiale, comme nous le disait l'autorité environnementale en septembre dans un avis très dur, en France, sur les questions de grands aménagements, la transition n'a pas commencé. Ou si on regarde le monde aujourd'hui avec des yeux objectifs, nous sommes dans l'ère du charbon, je répète, dans l'ère du charbon, au sens où c'est le mode d'énergie dominant utilisé par l'humanité aujourd'hui à travers la planète qui n'a jamais brûlé autant de charbon. Le jour où la transition écologique commencera enfin, la réponse est oui, la technologie jouera un rôle important, un rôle qui aidera, un rôle significatif avec toutes sortes d'innovations, high-tech, low-tech, pour parler franglish, des innovations qui utiliseront de la biologie, qui utiliseront de la physique. Et ça jouera un rôle important. Mais, cet usage de la technologie dans la transition écologique ne doit pas nous faire oublier un certain nombre de bémols importants. Mettez des doubles bémols, mettez même un quintuple bémol, puisqu'il y aura 5 bémols que je vais ici vous énumérer, et ça reviendra dans la discussion, quels sont ces bémols à toujours garder en tête dans l'usage de la technologie. Le premier, c'est les ordres de grandeur. Dans bien des cas, la technologie vous aidera, mais ce n'est pas elle qui viendra vous sauver. De la même façon que quand vous avez une crise cardiaque et quelqu'un vient vous secourir, c'est le médecin, c'est l'ambulancier qui vient vous secourir, aidé par une voiture qui va plus ou moins vite, par un système de feu qui est plus ou moins, qui aide plus ou moins, mais la technologie va aider, c'est pas elle en soi qui va nous sauver. Dans la question de la transition écologique,
Pour le gros de l'affaire, le gros du chemin à parcourir, sont des questions de biologie, sont des questions de comportement, sont des questions de volonté. Aujourd'hui, le frein numéro 1 à la transition écologique. Deuxième bémol, il y a toutes les externalités, comme disent nos amis économistes, qui viennent avec la technologie. Ça peut être le fait qu'il y a une économie d'un côté qui est compensée en coulisses par une extraction minière, par une pollution cachée, par ce que vous voulez. Ça peut être un effet rebond avec une technologie qui n'est pas neutre quand on l'utilise, qui va spontanément vous inciter à consommer davantage, à changer vos habitudes, vous entrer dans une situation de dépendance qui pourrait être un frein. Tous ces effets pervers qui n'étaient pas le but premier recherché, mais dont vous pouvez vous retrouver prisonnier. Le troisième bémol, c'est l'asymétrie à garder en tête. Dans un contexte où nous aurons besoin d'outils techniques et efficaces et de comportements plus sobres, ce serait une erreur que de les mettre en symétrie. Parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus dur à obtenir en pratique que l'autre, c'est celui qui vient sur le comportement. C'est facile d'adopter un progrès technologique, ça se fait sans que vous y pensiez. Ça passe du smartphone 6 au smartphone 7, ou le nouvel OS, ou ce que vous voulez. C'est difficile de changer ses comportements. Il faut le vouloir. La plupart du temps, et je parle d'expérience, une fois que vous avez fait le changement, vous dites « mais c'est tout simple, pourquoi je ne l'ai pas fait 10 ans plus tôt ?» Mais c'est beaucoup plus dur la marche à franchir. Et le devoir du politique est d'insister sur ce deuxième obstacle, de la même façon que le bon prof de maths passe beaucoup plus de temps sur les points qui posent difficulté aux élèves que sur ceux qui sont appris facilement, même s'ils sont au sens important l'un que l'autre au sens de la valeur mathématique. Quatrième bémol, c'est le fait que la technologie vient utiliser aussi bien ceux qui veulent faire la transition que ceux qui ne le veulent pas. Et il ne faut surtout pas croire que tout le monde veut la transition. Vous avez des forces extraordinairement puissantes qui s'y opposent. Lisez Naomi Oreskes, qui d'ailleurs fait un très bel article dans le dernier ouvrage de Greta Thunberg. Lisez ces ouvrages sur la puissance des lobbies et de la résistance au changement, documentés, chiffrés, quantifiés. Ce sont des budgets qui se chiffrent en milliards chaque année pour verser dans le débat public des contributions retardant ce changement. Et la technologie aide aussi ce camp-là. Cinquième bémol, peut-être le plus rageant, on va l'appeler le tech washing. C'est chaque fois qu'une entreprise ou que des individus, vous sans en prendre conscience, une entreprise de façon très cynique met en avant un progrès technologique pour retarder la question gênante. Exemple, lançons-nous, c'était la grande annonce spectaculaire des compagnies d'aviation à l'été dernier. Nous investissons dans la captation carbone, nous réservons des crédits dans la prochaine grande usine carbone qui va se faire au Texas. Et tout ça, ça fait le buzz. Oui, on voit l'industrie, l'aviation raisonnable, responsable, est convaincue qu'il faudra effacer de l'empreinte, capter tout ça, prendre des grands engagements. Quand vous regardez les chiffres, les ordres de grandeur, ce qu'aucun média n'a fait, vous trouvez que les engagements de l'aviation représentent 1 pour 1000 de leur budget carbone, de leur empreinte carbone annuelle, permettant de façon très efficace, pour un engagement qui vaut absolument peanuts, ridicule, de mettre sous le tapis la question à regarder en face, la seule méthode qu'on sait faire aujourd'hui pour réduire significativement l'empreinte carbone de l'aviation. La seule dans l'état actuel de la technologie consiste à voyager moins, comme le faisait Amelia. Et ça, c'est quelque chose que les compagnies d'aviation ne sont pas prêtes à voir en face. Ça fait partie de leur existence même. Travailler sur leur propre diminution d'activité, comment accepter ça? En revanche, mettre en avant la technologie et la solution technologique qui ne résoudra rien du tout en l'occurrence est une bonne façon de noyer le poisson. Et voilà comment ici, le bel idéal de technologie peut se retrouver dévoyé, instrumentalisé pour cacher la vérité gênante. Voilà, mes chers amis, une entrée en matière qui permet de poser certains décors. Merci Cédric. Partant de cette base-là et de ces bémols, Sylvain, toi qui observes aujourd'hui les innovations à travers le monde avec NetExplo, que remarques-tu? Est-ce que ce pivot, cette bifurcation qu'une partie de l'opinion mondiale appelle de ses voeux est observable? Et est-ce que aujourd'hui ces innovations vont dans le bon sens? Alors un mot sur la méthode de NetExplo. NetExplo, c'est un observateur qui a été créé en 2007.
en partenariat avec l'UNESCO. Donc c'est une captation de l'innovation sous un angle un peu particulier, qu'on dit humaniste, c'est-à-dire que la tech pour la tech ne nous intéresse pas, c'est vraiment l'usage qu'on en fait qui nous intéresse et la façon dont la tech va transformer la société. Donc je dis la tech pour simplifier, mais évidemment c'est l'innovation en général, parce que comme vous le disiez aussi, il y a l'innovation frugale, l'innovation plus high-tech. Chaque année, nous avons un réseau de partenaires universitaires, donc des labos de recherche, des étudiants, des professeurs, sur tous les continents, qui nous font remonter entre 2000 et 3000 innovations par an dans tous les secteurs. Donc ça peut être la santé, le business, l'éducation, la culture, la médecine, etc. Donc nous avons une approche multiculturelle et multisectorielle de l'innovation. Ça, c'est pour la méthode, un peu pour planter le décor. Donc nous avons des exemples très concrets de start-up et nous observons chaque année, évidemment, une grande tendance sur, les préoccupations de ces start-up. Vers quel sujet vont-elles pencher? Et cette année, c'est vrai qu'on observe vraiment une montée en flèche des innovations, des start-up qui donc se préoccupent de tout ce qui concerne, disons au sens large, le monde durable, sous les différentes appellations, hein, environnement, évidemment, le changement climatique, etc. Et donc ces innovations s'attachent à chaque fois à des niches. Ça peut être la captation du CO2, ça peut être beaucoup sur l'équité, enfin bon, des grandes causes très très concrètes qu'elles prennent à cœur et qu'elles cherchent à résoudre. Donc pour vous répondre, oui, c'est très très net, le mouvement est très très net dans cette série de 3000 innovations. On observe là, cette année, on est en pleine captation, parce que la captation recommence chaque année en septembre pour une livraison d'une synthèse en avril prochain à l'UNESCO. Et donc cette année, nous observons vraiment ce mouvement de façon très très nette. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait dire que tout ce qui concernait le monde durable, là encore c'est une formule qu'on pourrait discuter, mais je fais court sur cette formule, eh bien c'était une sorte de mot d'ordre, quelque chose qui était une sorte de mot un petit peu abstrait. Et là, on passe vraiment dans le concret. C'est comme si la réalité nous avait rattrapé. C'est quelque chose qu'on a vraiment observé. Alors, deux exemples très concrets, puisqu'on parle d'innovation concrète. Vous parliez du CO2. Donc, on a repéré pas mal de startups qui s'occupent de récupérer le CO2 directement dans l'atmosphère. Donc ça, c'est de l'ordre de la géo-ingénierie, c'est-à-dire qu'on déploie des solutions au niveau planétaire pour intervenir volontairement sur le climat. Hein, dans cette série de géo-ingénierie, donc on a par exemple des projets de installer de miroirs géants dans l'espace autour de la Terre pour réfléchir les rayons du soleil et ainsi éviter un réchauffement. Mais la géo-ingénierie, c'est aussi la plantation à grande échelle de forêts, d'arbres, etc. C'est vraiment quelque chose à grande échelle. Dans le même ordre d'idée, on a aussi une start-up américaine de mémoire qui s'occupe de cultiver des algues. Alors c'est une espèce d'algue qui s'appelle le kelp, des immenses rubans de plusieurs mètres de haut qui sont dans les profondeurs et qui sont en phageuse posture et qui donc, grâce à cette start-up, en tout cas, sont cultivés à grande échelle. C'est vraiment une ferme d'algues qui ensuite sont immergées dans les océans et qui ont un fort pouvoir de captation de CO2. Deuxième exemple sur cette captation de CO2, vous parliez des plantes. Donc une chercheuse en Oregon a eu l'idée de se dire la captation par les feuilles des plantes, c'est formidable, parce qu'évidemment c'est un très fort pouvoir de captation du CO2. Le problème des plantes, c'est qu'elles ne poussent pas assez vite. Et donc elle s'est dit tout simplement, eh bien voilà, on va faire pousser les plantes 2 fois plus vite, et les arbres qu'elle a modifiés génétiquement sont capables d'absorber 50% de CO2 en plus. Donc nous, on expose les faits, après chacun se fait son jugement, mais on part du principe qu'il vaut mieux connaître ces innovations plutôt que de les subir. Voilà. Et sur l'innovation, on peut par exemple parler d'une notion qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est depuis vraiment très très longtemps très à la mode, très discutée. Prendra-t-elle notre place? Sera-t-elle, va-t-elle remplacer les humains sur tel et tel poste, etc. Et là, tout récemment, Noam Chomsky au Web Summit à Lisbonne disait que l'intelligence artificielle, pour lui, n'avait accompli strictement aucun progrès. Alors qu'évidemment, on a tous été stupéfaits, éblouis, choqués par ses prouesses. Voilà. Pourquoi dit-il ça? C'est qu'il dit que l'intelligence artificielle ne permet pas de comprendre le monde. C'est-à-dire que pour lui, il l'a comparé à une pelle à neige quand il a de la neige devant sa maison, donc c'est vraiment simplement un outil. Et c'est vrai que de plus en plus, l'intelligence artificielle est un outil. Alors elle est capable de faire des choses un peu baroques, comme par exemple écrire la 10e symphonie de Beethoven qu'il n'a jamais écrite, à partir de quelques notes retrouvées dans un carnet. Mais c'est vrai que cette puissance de calcul phénoménale peut aussi servir utilement, sans doute, à prendre conscience de problèmes à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que la puissance de calcul et sa précision permettent de prendre conscience de sujets vraiment à grande échelle. Donc c'est par exemple le Brésil, qui est le pays avec le plus grand nombre de ressources naturelles en eau, de sources d'eau, qui a pris conscience de l'appauvrissement de ces ressources-là grâce
à une intelligence artificielle qui s'appelle Biomass et qui permet de cartographier le niveau de ressources en eau du Brésil. Et grâce à cette intelligence artificielle, il a pu prendre conscience de ce problème-là. Alors l'intelligence artificielle, on peut la retrouver aussi dans beaucoup d'autres aspects. On peut aussi la trouver par exemple dans des objets très concrets. Je pense à un filet de pêche qui a été développé en France, qui est capable, avec des caméras dites intelligentes, de repérer, de distinguer entre les poissons en voie d'extinction et les autres, et de laisser s'échapper les poissons en voie d'extinction du filet de pêche. Voilà. Donc c'est pour montrer que l'intelligence artificielle finalement peut être embarquée dans pas mal de choses, soit des solutions de prise de conscience planétaire, ou aussi des objets du concret. Et pour terminer avec l'intelligence artificielle, un exemple aussi qui concerne les entreprises dont on parlait. Eh bien souvent, vous voyez dans les rapports annuels des entreprises des déclarations formidables sur « nous sommes parfaitement alignés en termes de bilan carbone, nous avons un bilan carbone extrêmement positif, nous sommes une entreprise formidable ». Eh bien pour vérifier cela, en Allemagne, une start-up a créé une intelligence qui s'appelle AIGIG, qui est une sorte d'intelligence artificielle très très puissante qui peut explorer tout le big data pour vérifier les dires de cette entreprise. C'est-à-dire c'est une sorte de détecteur de mensonges à grande échelle, c'est-à-dire qu'elle vérifie toutes les actions de l'entreprise au-delà du déclaratif de cette entreprise. Donc en fait, avec ce genre d'innovation, plus aucune entreprise ne peut passer au travers de ces mots d'ordre. Et puis je termine avec ce sujet-là, c'est-à-dire que souvent on observe dans les entreprises un décalage, évidemment, on le sait, entre le mot d'ordre, c'est-à-dire souvent sa raison d'être, ce qu'on appelle sa raison d'être, et puis les actions qu'elle met véritablement en place. Et ce problème, c'est quelque chose qui devient strictement insupportable en tant que citoyen, candidat, collaborateur d'une entreprise. C'est-à-dire que, est-ce que nos propres valeurs sont, pour reprendre ce mot à la mode, mais sont alignées avec les valeurs affichées par l'entreprise. Et c'est là qu'intervient, dans cet écart-là, la notion de bullshit. Alors le bullshit, c'est un mot qui peut paraître trivial, mais un philosophe américain qui s'appelle Harry Frankfurt l'a étudié, et il en a fait plusieurs ouvrages, et lui déclare que le bullshit, c'est un ennemi plus grand de la vérité que le mensonge. Alors pourquoi ? Parce qu'en quelque sorte, ça crée une sorte de vérité parallèle, une sorte de fake news, là encore pour prendre un anglicisme, mais c'est quelque chose qui nous détourne des vraies actions en proposant un mot d'ordre un peu artificiel, un peu consensuel, et qui finalement nous aveugle et nous réduit à l'état d'inerte qui nous empêche de passer à l'action. Donc lui nous invite à dépasser ce fameux bullshit avec ce genre d'outils, par exemple comme l'IA, mais surtout en faisant appel évidemment à notre esprit critique. Voilà. Et là, c'est la notion d'intention dont vous parliez aussi qui entre en ligne de compte. Je rebondis je saisis la balle au bon du bullshit. Il y a aussi eu de David Graeber ce fameux bouquin Bullshit Jobs, évoquant dans un nombre de listes d'emplois qui sont des bullshit jobs au sens où bien des gens interrogés disent ouais, j'ai bien conscience que mon job ne sert en vrai à rien, sauf à gagner de l'argent, j'en suis pas fier, et toute une façon pour la société de se détourner de l'essentiel. Exactement, et d'ailleurs il existe une application qui s'appelle Platypus, qui signifie ornithorynque en anglais. Donc l'ornithorynque, c'est cet animal qui est mi-loutre, mi-castor, mi-canard, voilà, et qui signifie la quadrature du cercle, et qui, cette application, vise à mettre en relation les candidats avec des entreprises qui leur ressemblent sur tel et tel critère. C'est comme une application de dating amoureux, mais pour le monde professionnel, c'est-à-dire que l'application propose des entreprises en fonction de vos valeurs, de vos affinités. Donc c'est exactement l'application qui répond à cette histoire d'embauche. Voilà, exactement. C'est ça. Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, il y a Emmanuel H. qui disait il y a peu « Le progrès technique fait avancer le monde et la société vers un mieux et non vers un plus, à la différence de l'innovation technologique qui n'est pas un gage de progrès humain. » Sans réinterroger Saint-Simon et ses adeptes jusqu'ici, on sait que le président Emmanuel Macron s'en revendique sous certains aspects de son action publique. Comment aujourd'hui, justement, aller vers ce progrès humain qui arriverait à allier ces innovations technologiques et le progrès technique ? Je vais reprendre exactement ce que disait Emmanuel H. C'est ça, sur un exemple très concret qui s'appelle mobilité, et en donnant
une réponse, un exemple qui ne correspond pas du tout à ce que j'aurais déclaré, moi, en 2018, à l'occasion de mon rapport intelligence artificielle. D'autant plus pour ça que je t'interroge à ce sujet. Ah, alors, et je vais parler de mobilité, de progrès de la mobilité. En 2018, vous m'avez demandé, et après que j'avais travaillé sur les prouesses de l'IA, alors, incise, ce que dit Chomsky n'est pas vraiment faux, et peut être contesté, mais pas vraiment faux, au sens où aucune nouvelle théorie scientifique, aucune nouvelle vision du monde n'est sortie de l'IA. En mathématiques, l'IA a réussi à redémontrer un certain nombre de théorèmes de géométrie, voilà, théorèmes de géométrie, et les règles de la... Comment s'appelle la mécanique hamiltonienne, pour ceux qui savent, pour ceux qui voient de quoi il est question, qui est une... Je vois des hochements de tête, des dénégations. Vous ne connaissez pas, mais en tout cas, disons que c'est de la mécanique classique dont la théorie a été développée au fin 18e et début 19e siècle. Et avec un formalisme assez élégant, simple, et que l'IA a réussi aussi à retrouver. Mais ça reste des exemples extrêmement circonscrits. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un nouveau domaine scientifique qui a été inventé par l'IA. En revanche, bien des aides dans certains domaines scientifiques. Vous en avez en tête d'ailleurs, je vois que vous... Allez-y, faites une incise dans l'incise. Non, l'incise dans l'incise, c'est simplement pour parler de GPT-3, qui est cette intelligence artificielle ultra puissante qui a été... une intelligence artificielle, hein, c'est une machine qui a été nourrie, donc on appelle ça le deep learning, donc qui a été nourrie avec un nombre colossal de données, et qui donc restitue ces données avec une certaine logique, enfin pour simplifier vraiment. Hein. Et donc GPT-3 a été l'intelligence artificielle capable de, par exemple, écrire à votre place, là, avec une application qui s'appelle Sudowrite, qui est en essai gratuit pendant 3 jours, donc n'importe qui peut l'essayer. Et c'est très impressionnant, mais c'est l'illustration de quelque chose de très puissant, très bluffant, et qui finalement, en effet, ne crée rien de nouveau. Même si, par exemple, ce logiciel dont je parle là est capable de réécrire un texte avec un filtre. Hein, vous voyez, par exemple, sur Instagram, vous prenez une photo et puis vous pouvez mettre des filtres sépia, noir et blanc, etc. Et bien là, vous pouvez faire la même chose, mais sur des mots, sur du langage. Donc vous écrivez un texte, et puis vous choisissez le filtre plus concis, plus long, plus historique, plus psychologique, et l'IA réécrit votre texte selon ce filtre. Alors oui, c'est bluffant, mais non, ça ne crée pas de nouveaux systèmes, de nouvelles pensées, c'est exactement ça. Oui. Un peu dans la même façon. Dans le temps, moins perfectionné. Alors DPT-3, c'est bluffant. Hein. La première fois que j'ai vu les textes arriver par DPT-3, j'ai été bluffé. De la même façon que la symphonie de Beethoven, il y a déjà 10 ans des logiciels qui vous écrivaient une chanson des Beatles. Vous cherchez sur Google « Drive My Car », c'est une chanson des Beatles, sauf que les Beatles ne l'ont jamais composée. Alors c'est une fort mauvaise chanson d'ailleurs, je ne vous la recommande pas. Mais quand vous l'écoutez, vous dites tout de suite « Ah bah ça c'est les Beatles, ça doit être un truc qu'ils ont fait dans une séance d'enregistrement, ils l'ont mis de côté parce que c'était pas bon, mais c'est leur style, leurs arrangements, tout ça, leur genre de texte, enfin les thèmes qu'il y a dans leur texte et tout ça. » Et alors pour revenir justement à « Drive My Car », j'étais là dans la question pour illustrer ce que je voulais répondre à ce commentaire d'Emmanuel H sur progrès et innovation. J'aurais dit à la prochaine révolution de la mobilité, ça va être la mobilité autonome, la voiture autonome. Et c'est même arrivé de monter dans des voitures autonomes, on était ensemble, d'être très impliqué, de lire les ouvrages sur le texte. Et il y a un côté fascinant dans l'innovation extraordinaire que ça représente. Aujourd'hui, avec d'une part les difficultés techniques qui se sont manifestées sur les 3-4 dernières années, bien plus solides qu'attendues sur la technologie, mais même la montée du bilan des externalités de façon énergétique, de façon sur les questions minières, sur les questions de ressources, qui sont maintenant beaucoup plus claires, je vous réponds sans aucun doute, le véhicule de l'avenir, celui qui est appelé à être le centre de la mobilité de l'avenir, il s'appelle vélo. Vélo à assistance électrique, qui est un vrai progrès par rapport en termes par rapport à ce qui se faisait auparavant, qui est un vrai progrès sur la voiture électrique au sens où c'est beaucoup plus efficace. Pas besoin d'avoir fait énormément d'études scientifiques pour comprendre que la personne de 70 kg transportée par un véhicule de 2 tonnes et demie, comme on voit parfois certains monstres de voitures individuelles, c'est extrêmement inefficace. Là où le vélo, y compris vélo assistance électrique, qui pèsera maximum 30 kg pour transporter un individu de 70 kg, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace.
Pas besoin d'être expert en énergie pour comprendre que si avec le matériau pour une batterie de voiture électrique, vous faites 30 batteries de vélo à assistance électrique, c'est qu'il y a de la place pour beaucoup plus de monde et de la place pour vélo électrique généralisé à travers le monde entier, là où la voiture électrique pour tout le monde, on ne sait même pas faire, ne serait-ce qu'avec les ressources minières aujourd'hui accessibles. Et donc là, on est sur quelque chose qui est bien du domaine du progrès. Je dis bien progrès parce qu'il ne s'agit pas d'un retour à la case départ ou de revenir au vélo d'il y a 50 ans. L'assistance électrique étant donc le progrès. L'assistance électrique ici est le progrès avec tout un travail qui a été fait sur les matériaux, sur l'efficacité. Le vélo électrique que je vois même, il a par exemple un mécanisme qui est une innovation non négligeable quand vous faites du vélo, qui vous permet de changer les vitesses à l'arrêt. Combien de fois ça nous est arrivé sur un vélo classique de caler en pente parce que ça passe pas. Vous vous dites, mince, j'arrive en troisième, il faut que je repasse en première, tout ça, mais non, ça passe pas, ça cale, ça déraille. Avec les vélos d'aujourd'hui, vous changez votre vitesse à l'arrêt, vous redémarrez. C'est le genre de détail qui vous simplifie la vie, qui le rend plus fluide, qui rend les choses bien plus simples. Vélo assistance électrique, ça vous va à 25 km/h sans problème. D'ailleurs, on pourrait les débrider un peu plus que ça. Je suis favorable à ce que ça aille jusqu'à 30 km/h. C'est pas, ça changerait assez significativement la donne. Et puis après, il y a aujourd'hui tout un ensemble, un domaine de recherche très actif. Je vous renvoie au poste d'Aurélien Bigot sur ce sujet de véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, des petits véhicules qui vont faire jusqu'à 500 kg, des gros vélos cargo, toute une panoplie de véhicules légers qui représentent une zone de recherche, de progrès. Et ici, progrès au sens où la science, le simple fait d'accroître la connaissance, est un progrès. Quand vous parlez d'innovation, il y a le contenu scientifique et l'usage. Quand on parle d'innovation à grande échelle, on ne peut pas faire abstraction du fait que ça a vocation en matière de mobilité, par exemple, à être utilisé par 1000, 10 000, 1 million, 1 milliard de personnes. Et le progrès, si on a en tête, il doit être partagé, il doit être conçu et vu comme un outil qui généralise, qui est démocratique. Et en ce sens, là, on a du vrai progrès démocratique, technologique dans le vélo assistance électrique. Mais alors pour essayer de revenir un peu à des sujets macro, notamment par rapport à l'urgence du réchauffement climatique, sommes-nous capables aujourd'hui, et je vous pose la question à tous les deux, toi Sylvain par rapport à ce que tu observes et par rapport à des innovations de rupture, et toi Cédric par rapport à ton observation aussi, mais par rapport à tes expériences sur retour du rapport IA, sommes-nous capables de répondre à la crise avec les outils déjà disponibles, ou faut-il en inventer de nouveaux, sachant, comme on le sait par rapport aux différents rapports du GIEC, qu'aujourd'hui l'urgence est là. Nous sommes dos au mur, nous ne sommes pas encore rentrés dans le mur. On sait aussi que l'être humain a cette capacité à réagir a posteriori, sauf que là, le a posteriori, il est souhaitable qu'on n'y aille pas. Donc comment faire pour que dans les 10 à 50 années qui viennent, nous arrivions justement à faire en sorte que la planète ne brûle pas sans éventuellement investir massivement sur potentiellement aussi des erreurs technologiques et de grandes bifurcations qui en fait ne seraient pas efficaces. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'avenir, là, 3 grands scénarios sont un peu sur la table en ce moment. C'est la préservation, donc préserver ce qui existe, ne rien changer, et puis tenter de préserver, ce qui peut-être aboutit à une sorte de muséification. Enfin bon, c'est pas forcément peut-être dans la ligne du progrès. Mobilité / immobilité, voilà, conservatisme / progrès. Voilà, c'est la question à se poser en tout cas. Bon, ça c'est la préservation. Ensuite, la restauration. La restauration, c'est de reprendre des choses qui existaient auparavant, et puis peut-être aussi l'adaptation, c'est prendre acte que l'objectif du 1.5 est déjà dépassé, qu'on est plus vers les 2, et donc adapter les choses sans faire de déni et sans revenir à un âge d'or qui est révolu et qui ne pourra plus jamais exister. Donc voilà un peu les 3 scénarios. Et juste une anecdote sur le scénario de la restauration. C'est une équipe d'Harvard qui s'est mis en tête de ressusciter le mammouth. Alors pourquoi ? Alors c'est Jurassic Park,
Alors pourquoi? Alors bon, c'est pas non plus on reprend de l'ADN dans un moustique et puis voilà, mais c'est simplement on transforme biologiquement, on modifie biologiquement un éléphant d'Asie qui est l'espèce la plus proche du mammouth. Alors pourquoi ressusciter le mammouth? Eh bien, il faut savoir qu'en Sibérie, il existe le sol, donc le permafrost, hein, qui est un sol très très compact et gelé, et ce sol abrite des gaz à effet de serre. Or, le mammouth, par son poids, eh bien, écrase les arbres, les mousses, les herbes, etc., et compacte le sol. Donc l'idée de ces chercheurs, c'est de ressusciter le mammouth, hein, qui a disparu il y a seulement 10 000 ans et 3 700 ans sur une certaine île, voilà, pour recompacter ce sol et éviter l'émission de gaz à effet de serre. Donc là, on voit que la recherche de solutions passe par quand même des idées un peu farfelues, mais qui se tiennent dans une certaine logique. Donc moi, j'attire l'attention sur cette histoire-là, c'est d'avoir des logiques qui sont observées, mais il faut savoir que ça existe, et après se faire son opinion. Voilà, c'était un peu l'anecdote sur la restauration. Puis après, sur l'adaptation, et c'est là où, en effet, tous les outils actuels peuvent être pris en compte, et où, par exemple, l'IA dont on parlait, bon, en ce moment, la COP28. Donc on sait déjà, plusieurs pays autour de la table, on s'attend à un accord par défaut. Pourquoi? Parce que chacun des pays, évidemment, a ses intérêts économiques, sa culture, sa civilisation, sa façon de penser, etc. Donc on sait à peu près par avance que, hélas, quand 28 pays sont autour d'une table, c'est compliqué de se mettre d'accord. Hein, c'est un peu comme quand l'UNESCO avait tenté de faire une charte sur l'intelligence artificielle. Eh bien, évidemment, il fallait que tous les pays membres de l'UNESCO signent ce texte. Et vu les différences de civilisation, de conception de l'éthique dans ces pays, le texte est arrivé un peu à un dénominateur commun, qui n'était pas forcément à la hauteur des ambitions, en tout cas qui dans les faits est compliqué à se traduire. Et donc, je reviens à la COP28, donc une proposition a été faite, c'est de donner à l'intelligence artificielle eh bien, cette fonction, c'est-à-dire par son côté, disons, froid, anonyme, détaché de l'affect et des cultures humaines, eh bien, elle pourrait trouver des solutions. Et donc, une équipe a mis en place une intelligence artificielle qui, mensuellement, produit des solutions en faveur du climat, en mixant de façon objective, froide, analytique, qui mixe tous les intérêts apparemment contradictoires, économiques, environnementaux, mais aussi les systèmes récompenses, punitions, encouragements, qui sont un petit peu le système dans lequel on évolue. Ne pas faire ça, trier les déchets, etc. Donc confier à une intelligence artificielle des questions quasiment géopolitiques, en tout cas des questions de civilisation, c'est une grande tendance aussi. Je crois de mémoire, c'est au Danemark, où les 20% de personnes qui ne votent pas, eh bien, un projet vise à prédire, c'est-à-dire à interpréter leur opinion qui n'est pas exprimée par une intelligence artificielle qui voterait à leur place. Ça, c'est un projet qui est dans les tuyaux. Donc j'attire... Donc là encore, je pose sur la table des choses qui existent, et après, chacun se positionne. Je ne juge pas, voilà. Mais en tout cas, c'est un projet qui est dans les tuyaux. Et on observe ça, une tendance à déléguer à l'intelligence artificielle eh bien, des décisions qui nous concernent en tant qu'êtres humains de façon très très forte. Donc à tous les déçus de la Convention citoyenne, remettons-en nous à l'IA ces prochaines années. En tout cas, ça, voilà, c'est sur la table et des projets existent en ce sens. Et puis sur l'histoire des outils à notre disposition, là je parlerai du métaverse et des outils du Web3. Donc le métaverse, vous savez, c'est ce fameux monde immersif qui est censé être le jumeau numérique de notre monde. Bon, moi je suis assez méfiant, disons, sur cette notion de métaverse parce que bon, c'est une notion de science-fiction qui a été inventée par un romancier en 1992 qui s'appelle Neil Stephenson, qui a écrit un roman Snow Crash, en français Le Samouraï virtuel, qui décrit les aventures d'un livreur de pizza dans un univers un peu à la Matrix, mais peu importe. Et lui, Neil Stephenson, a inventé ce mot de métaverse parce que le mot de réalité virtuelle ne suffisait pas à exprimer son concept. Et donc, il en a inventé un, Meta Universe, donc il a contracté ces deux mots, et c'est le métaverse, donc le monde qui est à côté du nôtre, etc. Dans son roman, c'est le jumeau numérique de notre monde. Ça veut dire que chaque objet, chaque lieu, chaque personne de notre monde a son double dans cet univers-là. C'est vraiment Matrix. Bon. Et on sait en ce moment que le métaverse est un mot qui vraiment fait florès, enfin qui est très très en avant, parce que Facebook a lancé Meta en septembre dernier, mais pour des problèmes internes, bon, peu importe. Mais cette histoire de métaverse, évidemment, ne pourra jamais exister selon son idée de départ, son idée originelle, le double numérique du monde. Donc on assiste, en fait, à une série de petits univers immersifs, soit par marque, soit par affinité, etc. Et dans ces univers, eh bien, on s'aperçoit qu'évidemment, on reconstitue des communautés et qui parfois, évidemment, peuvent être un petit peu stériles et enfermantes. Et dans le métaverse, il existe plusieurs outils qui sont les outils du Web 3. Donc je ne sais pas si je reviens sur le Web 1 et le Web 2, mais peut-être pas, parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais enfin, toujours est-il que dans cette
panoplie d'outils, il existe les NFT. Alors les NFT, c'est Non-Fungible Token, hein, tout simplement c'est un titre de propriété qui vous assure que tel ou tel objet tangible ou bien immatériel est à vous. Donc, par exemple, dans le métaverse, eh bien, on peut acheter des t-shirts en 3D qui donc n'existent pas, et puis comme ce sont des NFT, vous pouvez spéculer avec. Alors pourquoi je parle de cet outil-là? Eh bien parce que nous avons observé que cet outil-là spécifique, le NFT, qui est donc un titre de propriété, peut aussi bien servir à fabriquer des œuvres comme des gifs des chats qui lancent des arcs-en-ciel qui valent 500 millions de dollars, donc c'est un peu de la spéculation stérile, dirons-nous, mais aussi ces NFT peuvent être réorientés, c'est-à-dire utilisés à des fins constructives. Si on considère les NFT comme un simple outil, comme un morceau d'un moteur de voiture, etc., eh bien on peut vraiment le détourner selon l'intention dont on parlait au début, vraiment dans le but que l'on veut. Et deux exemples, une start-up française qui s'appelle Aquaverse, qui a utilisé les NFT pour financer la culture d'éponge de mer. L'éponge de mer, c'est une technique utilisée depuis l'Égypte antique avec son fort pouvoir filtrant pour vraiment dépolluer les océans. Donc cette start-up française a créé des petits personnages avec des têtes en forme d'éponge, un peu Bob l'éponge. Et puis, eh bien, ces personnages ont été vendus voilà, sous forme de NFT pour financer cette culture d'éponge de mer qui a pour l'instant servi à dépolluer la rade de Brest et qui a été en expérimentation en Tanzanie. Première utilisation des NFT, donc cet outil du Metaverse Web 3, dans un usage très concret et très positif. Et deuxième usage, c'est pour les forêts. Eh bien, quand vous avez une forêt, pour gagner de l'argent sur votre forêt, vous coupez les arbres, et puis vous les vendez, et tous les 30 ans, vous recommencez. Et bien là, il existe une start-up lettonienne qui s'appelle Single.earth, qui a créé un système complètement opposé. Et c'est intéressant parce que là, on renverse complètement l'économie traditionnelle pour inciter à bien préserver la planète, pour parler, en tout cas l'environnement, pour parler court. Le système est le suivant, c'est que plus vous laissez votre forêt intacte, sans du tout la toucher, sans la débrousser, etc., plus le bilan carbone est positif, puisque les végétaux, évidemment, absorbent le CO2. Ce bilan carbone positif est transformé en jeton sur une place de marché qui vous permet d'être rémunéré. Donc plus vous laissez votre forêt intacte, plus vous êtes rémunéré pour la conserver complètement intacte. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça, ce sont des outils, les NFT, qui sont en général un peu décriés par leur côté stérile, leur côté un petit peu gadget, mais qui peut être utilisés pour des usages complètement positifs et constructifs. Voilà. Et de plus en plus de startups d'ailleurs utilisent ces outils-là en se préoccupant aussi du bilan carbone, puisque comme tous ces outils Metaverse Web 3, il y a aussi un bilan en termes de serveurs. Voilà. Voilà donc deux exemples de réorientation d'un outil qui, a priori, pourrait paraître un petit peu inutile et gadget. Cédric, on voit bien qu'il y a des innovations, mais est-ce que ces innovations-là vont permettre d'être à l'échelle par rapport aux murs auxquels on doit faire face? Alors d'abord, de la même façon que c'est le boulot d'un chercheur de chercher toutes les pistes, c'est le boulot de l'innovation d'explorer tout. Pas forcément la mise en œuvre. Et après, la société dit oui, ça c'est intéressant, ça, attention, il y a des problèmes. Les histoires des mammouths, je suis convaincu que quelque part, les biologistes qui vont dire oh là là, on va avoir tel ou tel problème, je pense, on ne recrée pas des troupeaux de mammouths gigantesques sans que ça ait des conséquences sur les chaînes trophiques et comment ils vont se nourrir, et etc., etc. Donc forcément, ça va passer avec un rapport, une étude d'impact, comme on dirait dans un cadre politique, où c'est le bout de la société que de voir est-ce que ça peut être mis en œuvre à la société. Mais au niveau de l'innovation, c'est légitime d'explorer tout. Alors, quand même, une mention sur l'histoire de l'IA qui vote à la place du citoyen. C'est l'un des thèmes dans une histoire courte d'un auteur contemporain turc de bande dessinée fascinant qui s'appelle Yersin Karabulut, que je vous recommande chaudement. Il est génial, il est très sombre. Et dans l'une de ses... Enfin, il pourrait être génial et très gai, mais en l'occurrence, il est génial et il est très sombre. Et dans l'une de ces nouvelles, il imagine précisément, vous avez un petit jeune super techno qui doit être une sorte qu'il a dû imaginer comme une sorte de croisement entre Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk ou qui sait quoi, qui est là en train d'expliquer justement aux citoyens qu'il invente la première vraie démocratie dans laquelle, au lieu de se reposer sur des choix arbitraires des citoyens, on vote automatiquement pour le parti qui leur correspond en fonction de leurs habitudes, de toutes leurs données, etc., etc.
Comme vous l'aurez deviné, je le vois dans une perspective sombre, aussi comme Kara-Bulut, comme un cauchemar. Mais donc je suis juste là, ébahi de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent vraiment, après tout. Je vous recommande vraiment de lire Kara-Bulut. Cela étant, c'était la petite page culturelle de rebond. Alors maintenant, à la question comment on peut s'en sortir, pour reformuler en termes triviaux ton interrogation. Premièrement, conviction, je dirais même une certitude, avec les outils existants et sans changement de comportement, il n'y a aucun espoir. Que cela soit clair. C'est sombre aussi. Je dis bien avec les outils existants et sans changement de comportement. Et maintenant, s'il y a à partir de là plusieurs voies, évidemment, dont les deux grandes sont, on va trouver de nouveaux outils ou on va changer les comportements. Ou un mix des deux, avec l'asymétrie que je vous disais tout à l'heure. Sur la voie qui consiste à dire, on est ce qu'on est, on a nos comportements et on va les garder et il faut compter sur la technologie et le progrès pour nous sauver. C'est le sujet d'une tribune que j'ai publiée dans Ouzbek Erika à l'occasion de ces rencontres. Le titre, c'est « Délivrez-nous du technosolutionnisme ». Donc vous voyez tout de suite quelle est ma position par rapport à cette voie qui consiste à attendre, sans changer de comportement, que le progrès vienne nous sauver. Mais je vous donnerai une autre référence, pour le coup, et qui sera très surprenante, que je prends comme une démonstration par l'absurde. C'est l'ouvrage de Bill Gates, « Solutions climatiques, etc ». Bill Gates, c'est un technosolutionniste, incontestablement, intelligent, sincère et pédagogue. Et ça se voit dans le livre. D'abord, il vous explique bien par A plus B, il vous explique bien pourquoi on n'a pas d'autre choix que de réduire nos émissions carbone nettes à zéro. Pourquoi c'est extraordinairement difficile et pourquoi le carbone est dans tout notre système, toute notre énergie, toute notre production. Bill Gates est un admirateur de Vaclav Smil, grand philosophe des technologies qui a beaucoup écrit sur les énergies, sur la marche du monde et ainsi de suite. How the World Really Works, grand ouvrage de Vaclav Smil. Donc Bill Gates connaît le sujet et le présente sans fioriture. Bill Gates d'ailleurs ne croit pas du tout à la captation carbone par ailleurs. Et Gates, chapitre après chapitre, montre, voilà, alors il regarde que le réchauffement climatique, hein. Il ne s'intéresse pas à la question de la biodiversité qui n'est pas moins inquiétante, il ne considère pas la question de la pollution et autres. Mais par exemple, sur la viande, qui est un problème majeur aujourd'hui en termes écologiques, en termes de santé aussi à l'échelle mondiale, mais en termes écologiques, en termes d'empreinte carbone, en termes de souffrance animale aussi, avec la centaine de milliards d'animaux qui sont tués chaque année dans le monde, dont la grande majorité a vécu dans des conditions atroces, et qui est responsable de 80% de la déforestation dans le monde. Bill Gates nous dit, évidemment, on doit sortir de la viande. Mais on ne peut pas se passer de burger, c'est trop bon, bon sang. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La viande cellulaire, seule solution. Et ça va demander telle consommation d'énergie en plus, etc., etc. Et puis Bill Gates parle du béton. Pas se passer du béton. Mais le béton, ça a un poids carbone très. Donc la seule solution, c'est le béton bas carbone. Et le béton bas carbone, ça demande une énergie folle, donc il va falloir beaucoup plus d'énergie, etc., etc. Et puis après, il va sur les engrais. On ne peut pas se passer d'engrais parce qu'on en a besoin pour le rendement. Mais les engrais, on les produit avec la réaction de Haber-Bosch qui manque de chance et est très productrice de carbone. Alors comment on va faire? Là, il y court, alors il dit on va lancer un grand programme d'innovation où on va mettre des milliards et des milliards sur la table au concours pour que quelqu'un trouve une solution. Premièrement, comme vous le voyez, il y a un acte de foi derrière, incontestable, dire les outils aujourd'hui ne sont pas au point et j'ai la foi que le génie humain est infini et va nous sauver de là. Face à une crise dont on n'a jamais eu l'équivalent dans le monde, c'est bien un acte de foi. Il n'y a jamais eu de situation qui était aussi globale et aussi par rapport à l'état du monde de situation grave. Deuxièmement, quand vous additionnez, et il le fait de façon honnête, bout à bout, tout ce qu'il y a besoin, c'est quelque chose de malade. Par exemple, il calcule qu'il faut multiplier par au moins 5 la production électrique des États-Unis en une génération. Au moins 5.
Vous voyez, en France, qui n'est pas un pays inculte, qui n'est pas un pays dans lequel les ingénieurs sont incompétents, on a le plus grand mal sur une génération même à maintenir ou légèrement augmenter notre production d'électricité. Là, il y a les problèmes de défaillance sur les centrales nucléaires qui font que c'est même, je ne sais plus, 15 ou 20% en dessous de ce qui aurait été. Et imaginez-vous ce que ça veut dire en une génération multiplié par 5. Alors, Gates, on couvre le monde de centrales nucléaires, etc., etc. À la fin des fins, ça c'est ma conviction certaine, la capacité de production technologique industrielle que ça représente, on ne l'a pas. Et même si on l'avait, quand vous regardez les quelques centrales captation carbone qui existent aujourd'hui, il faudrait couvrir le monde de telles centrales avec tous les effets compliqués que ça représenterait pour que ça ait un impact significatif. Autre alternative, qui va être celle que je vais défendre, ouais, la viande est un problème majeur, mais mes chers amis, qui a dit qu'on a besoin de manger autant de viande? Nos grands-parents, nos parents, pour certains dans l'audience, ont connu une époque où on mangeait de la viande une fois par semaine, et encore pour certains. Un think tank, un très bon think tank sur les questions agricoles, l'IDRI, a calculé qu'il était possible d'assurer l'alimentation agroécologique de l'ensemble de l'Europe de façon saine, équilibrée, respectueuse des droits des animaux, respectueuse de la santé des sols, même sans les engrais. Ben oui, il y a une baisse de rendement de peut-être 30%, mais on s'en accommode dans la production, sans conséquences néfastes, à condition de diviser notre consommation de viande globale à l'échelle européenne par 2 ou 3. Pas par 10. Par 2 ou 3, ça veut dire un repas sur 2 végétarien, un repas sur 2 carné. C'est pas ça un changement de civilisation, les amis. C'est pas quelque chose qui va mettre en péril notre art culinaire. Et de toute façon, les porcs qui à foison croupissent dans les caillebotis où ils ne voient jamais la lumière du jour pour approvisionner un système productiviste de nourriture de fast-food, c'est pas ça qui fait honneur à la gastronomie française. Et on peut très bien s'en passer. Donc, merci. Donc, la solution, du point de vue de l'alimentation, on la connaît et on a les outils qui correspondent, il suffit juste d'avoir la volonté. Ça s'appelle changer le mode d'alimentation et passer à un mode... Alors, c'est normal que je donne l'exemple, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, je suis passé végétarien, c'est plus que la cible qui est demandée pour la société, mais il est naturel qu'un militant fasse un peu plus. Un peu plus, en l'occurrence, c'est végétarien, ce qui veut dire que je m'autorise encore les fromages, que je m'autorise encore les œufs, que je m'autorise encore le produit laitier, même s'il y a plein de sujets avec le produit laitier, et j'espère bien que c'est un domaine dans lequel on progressera de façon énorme. Ça s'appelle séparation mère-enfant et tout ça, on pourra revenir dessus si vous vous intéressez, mais la solution, changer l'alimentation, c'est dans nos technologies actuelles. Il suffit de le vouloir et de passer à travers toute la gangue d'habitudes fossilisées qui fait que, par exemple, quand une métropole se met en tête de donner un repas végétarien à la cantine à midi à ses scolaires, vous avez un ministre qui tweete que c'est un scandale et une insulte pour les agriculteurs, un autre ministre qui tweete que c'est une dérive irresponsable et qui font qu'on est encore dans des rapports idéologiques qui datent du siècle passé au moins. Alors, on peut continuer là-dessus, mais globalement, avec d'une part les outils technologiques qu'on a, d'autre part un pari raisonnable sur des progrès technologiques, ceux qui vont se faire sans révolution, par exemple le substitut aux engrais, personne ne sait s'il existe ou si on le trouvera, mais des méthodes d'agriculture qui savent faire avec des rendements un peu moindres. On sait qu'ils existent, il y a des grandes expériences à grande échelle, on sait que ça demande du temps aussi, on sait que c'est une transition qui se fait sur quelques années, c'est un peu plus subtil que juste vouloir un changement d'alimentation. L'IDRI propose un plan de transition sur 10 ans, c'est une décennie réellement pour le faire, mais là encore, l'étape la plus importante, c'est de le vouloir. Et là, ça, c'est la position que je défendrai politiquement. Alors il y a un très important philosophe de l'écologie et de la transition technologique, Ivan Illich, je le citais tout à l'heure pour la convivialité, qui lui était convaincu que globalement les sociétés humaines sont incapables de grands changements de comportement et qu'on n'arrivera pas à influer. Et lui disait, autant il était passionné par la question de l'analyser, les ressorts écologiques et de dénoncer les dérives du monde, autant il disait, je ne crois pas à la possibilité de l'action politique de changer les choses, et mes copains écologistes, je les respecte, mais c'est un combat perdu d'avance. Et il se peut
qu'il ait raison et qu'il soit juste impossible de faire prendre à toute une société conscience de certains changements tels que remplacer de la voiture par du vélo, remplacer de la viande par des légumineuses, et que ce n'est pas un changement de civilisation, ça se peut. Mais si vous croyez ça, ne vous lancez pas en politique. Par définition, quand vous lancez en politique, c'est que vous avez la conviction, peut-être c'est un pari en partie rationnel, mais la conviction que vous allez réussir à faire porter le message suffisamment haut pour que enfin la société prenne conscience et amorce ce grand changement qui permettra d'être bien plus heureux à la suite pour nous, pour nos enfants, pour la société, en meilleure santé, avec un meilleur pouvoir de vivre, avec une meilleure qualité de vie, avec une meilleure prospérité. Tu m'as habitué à ne pas être à l'heure, mais là je dois admettre que le tempo est parfait. Je vous propose qu'on passe à une série de questions-réponses pendant la demi-heure qui s'ouvre. Bonjour, merci pour vos interventions. Plus j'écoute, plus on se renseigne, plus on arrive à un point où les seules économies ou améliorations énergétiques qu'on ait fait, c'est toujours contraint. C'était le choc pétrolier. Pourquoi? Parce que le prix a augmenté. Là, actuellement, on foisonne de bonnes idées pour faire encore des économies. Pourquoi? Parce que les prix augmentent. Donc, si on n'est pas forcé à le faire, on ne le fait pas. La raison, elle est simple, hein, c'est que tout ce qui est pétrolier, métaux, minerais, que ce soit le transport maritime dans le passé, ne sont pas à leur vrai coût. Donc tant qu'il n'y aura pas un phénomène de rareté qui augmentera le prix, personne ne fera rien. Donc si on continue justement à avoir un pétrole qui, même si on dit qu'il est élevé, mais il n'est pas à son vrai coût d'un point de vue rendement énergétique. Donc on continuera toujours à l'utiliser. Les améliorations technologiques, on voyait les moteurs, par exemple, thermiques des voitures, qui consommaient 10-15 litres au 100. Maintenant, on a divisé ça par 2, voire 3 maintenant avec les hybrides. Donc on trouve toujours une solution à cette augmentation-là, tant qu'elle n'est pas suffisamment significative. C'est un peu comme le cas du tabac. On le voit par exemple sur les produits biologiques. Il y a 3, 4, 5 ans, il y avait une adhésion complète de la population pour ces produits qui sont plus sains, qui sont meilleurs. Il y a une chute brutale de tous ces produits. On parle de moins 20, de moins 30%. Sur certains produits, c'est moins 40%. On l'a aussi sur certains produits. Vous parlez de la viande, par exemple. Mais quelle est la raison avant tout? C'est que ces produits-là, dans une situation où le pouvoir d'achat baisse, ce sont des produits qui deviennent pour certains beaucoup trop chers. Les gens restent toujours convaincus à manger bio, à manger sain, à manger moins de viande, mais ils vont aller vers les produits les moins chers. Donc s'il n'y a pas cette contrainte-là, on va continuer à le faire, et puis tous les pays en Indonésie ou en Afrique vont continuer à recevoir des voitures d'occasion qui viennent du Japon ou qui viennent d'Europe, et qui vont avoir des coûts de production, pour certains des pays qui sont producteurs de pétrole, ont des prix subventionnés de gasoil et d'essence, pour justement ne pas avoir de révolte dans la population. Donc ça va continuer encore à perdurer. Et quand on voit en même temps toutes les autorisations d'exploration pétrolière, gazière, minière qui sont lancées dans le monde, les sociétés pétrolières n'ont aucun intérêt à ce que ce prix soit beaucoup trop élevé, parce que sinon la demande va baisser. Donc moi, la seule action qui ce soit que toutes ces énergies, ces métaux et autres, aient leur vrai prix, qui se deviennent dissuasifs pour réduire après la demande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, quelques remarques. D'abord, quelques petites... c'est le prof qui ne va pas s'empêcher, comme vous savez, quand il corrige la copie, de relever les petits commentaires ici et là. La première remarque, c'est attention aux hybrides. Ça peut être séduisant du point de vue énergétique, du point de vue des matériaux, ça ne l'est pas. C'est très lourd, et si on regarde l'analyse du point de vue ressources, c'est un cul-de-sac en tant que voie technologique. Et c'est à garder en tête quand, bien sûr, aujourd'hui, le sujet chaud, sans jeu de mots, dans la question de la transition écologique, celui qui occupe le très gros de la question de la crise écologique, c'est le sujet climatique, mais c'est seulement l'un des piliers.
sujet de l'effondrement de la biodiversité, non seulement est peut-être plus inquiétant, mais même on peut argumenter que c'est une fin en soi. Le climat, la stabilité du climat est un moyen de préserver les bonnes conditions de vie, de préserver le vivant. Et d'ailleurs, le réchauffement climatique est l'un des 5 piliers recensés par l'IPBES qui concourent à la perte de la biodiversité. Mais sur analyse de problème, il faut une analyse en matière de climat, une analyse en matière de biodiversité, une analyse en matière de ressources, une analyse en termes de pollution, qui sont des 4 piliers impossibles dont on ne peut pas faire abstraction. Et puis l'autre sujet sur la viande, attention, le mythe de les personnes, les citoyens à faibles ressources qui aimeraient tellement se procurer davantage de viande et ne peuvent pas le faire et tout ça, c'est un mythe entretenu par le secteur de la production. La vérité, c'est que les personnes à haut revenu consomment nettement, sensiblement moins de viande que les personnes à bas revenus. La viande, aujourd'hui, à une époque peut-être était un produit qui faisait envie, et c'est resté dans les consciences de la société comme l'idée que c'est un produit qu'on a envie de se payer parce qu'on ne peut pas se le produire, mais aujourd'hui c'est le contraire. Ce sont des produits bon marché, bas de gamme, mais au contraire, les hauts revenus ont leur consommation de viande qui baisse systématiquement, indépendamment de leurs contraintes financières, je veux dire. Maintenant, là où vous avez tout à fait raison, et je vous mets le super bon point pour avoir prononcé le mot qu'on aurait dû prononcer avant, c'est tabac. Tabac, l'industrie du tabac, c'est le gold standard dans toute l'histoire de l'industrie des pratiques de lobbying les plus extraordinaires. Celles qui ont le mieux réussi, celles qui ont fait les précédents, toutes les polémiques qu'il y a aujourd'hui sur le rôle de l'économie, de la transition climatique. Il y avait les mêmes dans le temps, du temps de la loi Veil, du temps de la loi Evin, au sujet du tabac. Y compris parfois les mêmes personnes, hein, certains grands noms de la publicité qui aujourd'hui s'insurgent dans des tribunes sur le fait qu'on veut interdire les publicités pour les SUV. Il y a quelques décennies, s'insurger contre le fait qu'on bride la poésie de la publicité en interdisant les publicités pour le tabac. Bon. Et je vous recommande très chaudement une bande dessinée qui s'appelle Cigarette, qui vous par le détail, de façon très très documentée, vous expose toute l'histoire et toutes les manœuvres de cette industrie pour aller vers plus d'accoutumance, pour faire pression sur les gouvernements, etc., etc. Repris dans un ouvrage célèbre de Oreskes et Conway, Merchants of Doubt, les marchands de doute, sur l'ensemble de ce facteur de frein phénoménal. Alors maintenant, le rôle de la contrainte, oui. Une des choses que j'ai aussi acquises en quelques années de politique, c'est que là où en début de mandat, je me disais peut-être il y a la solution qui va bien pour tout le monde et on peut y arriver avec la solution de consensus. En fin de mandat, je vous dis non, il y aura des gagnants et des perdants et il y a obligation de mettre des contraintes fortes. Ici, c'est un point de doctrine qui est un vrai point de désaccord entre deux camps que je vais appeler libéraux et écolos, pour caricaturer, des points qui se rejoignent, des camps qui se rejoignent sur certains points, en particulier sur les visions européennes, sur les conceptions philosophiques de la société, mais qui ont une vraie vision différente économique, les uns basés sur l'idée juste d'incitation et d'encouragement, et même voire de déclaration volontaire, et les autres basés sur la contrainte. Là où les deux peuvent se rejoindre, c'est dans cette idée qu'une contrainte favorise l'innovation, pour le coup, ça c'est très bien, ça c'est très bien su et connu, et c'est ma conviction que c'est un sujet, l'environnement, dans lequel il faut y aller à fond et sans lésiner sur un certain nombre d'interdictions, les poser franchement, durement. Par exemple, interdiction de la publicité pour les véhicules de plus de X kilos, et X étant suffisamment bas. Justement, ça avait été un des débats dans la Convention citoyenne. Ils avaient mis le curseur, je ne sais plus, à 1,5 tonne, et les réunions interministérielles ont lessivé ça pour aller jusqu'à 2 tonnes, où ça n'a plus aucun sens, parce que la grosse majorité des voitures n'étaient pas prises par la mesure. Donc, des interdictions. Le prix du pétrole, c'est une tragédie. D'abord, exemple de ressources non durables, le pétrole, c'est le mieux que vous pouvez imaginer. Il a fallu genre 100 millions d'années pour le produire, et en 100 ans, on a tout brûlé. Et pour le gros, littéralement brûlé, sauf puisque le plastique à la fin est brûlé aussi à la fin de sa vie, ou pire, se retrouve dans des cycles de pollution extraordinaires. Et
choc pétrolier, ce qui est tragique, c'est qu'il y a eu le moment, en 73, où, un peu comme maintenant d'ailleurs, on avait les publicités pour le col roulé, pour les publicités vous disant ouais, on est bien avec le chauffage à 17 ou 18 ou 19, et on parlait sobriété. Et en 73, oui, il y a eu ça, pendant un petit moment, je ne sais pas, 73, 74, un petit moment. Et puis après, les prix sont redevenus bas, le monde s'est retrouvé submergé sous le pétrole. Toutes ces discussions ont été oubliées. Toutes les recherches sur les énergies autres que le pétrole se sont retrouvées en berne. Et on a pris un demi-siècle de retard, littéralement. Et donc oui, il faut un prix d'usage élevé au pétrole. Alors, il y a débat, et la position aujourd'hui dominante chez les écologistes, à laquelle je me rallie sur la question du pétrole, c'est que ce prix doit être fixé aux frontières européennes. On parle là de taxes carbone, de taxes sur le carbone importé, et qui soit à un niveau élevé. Alors je ne sais plus, mais c'est genre un ordre de grandeur en plus par rapport au prix que c'est aujourd'hui la tonne de carbone. Ça va bien avec la question pétrolière parce que l'Europe est pas trop un producteur de pétrole. On va dire, il y a la Norvège, mais ça représente un petit peu par rapport à l'ensemble de la production. Et oui, il nous faut une taxe carbone aux frontières élevées. Maintenant, là en plus, c'est un des rares sujets sur lesquels il y a un potentiel consensus entre les acteurs politiques écolos et les acteurs politiques libéraux. Et c'est un des rares sujets sur lesquels il n'est pas complètement exclu d'avoir un accord de la part de la force politique qui aujourd'hui est l'obstacle le plus important dans le monde, qui s'appelle les Républicains aux États-Unis d'Amérique. Et en particulier, il y a tout un mouvement d'économistes et de politiques du camp conservateur qui avait lancé ça avec un coup de génie sémantique de la part du gars qui avait lancé l'initiative, d'appeler ça dividende carbone. Dividende carbone, c'est l'idée que vous mettez une taxe, qui est une mesure protectionniste, plus une redistribution universelle, qui est une mesure souvent calibrée plutôt à gauche, mais vous l'appelez dividende, comme si nous étions tous les actionnaires d'une société, et là, ça sonne bien pour les oreilles d'un conservateur. La communication a du bon. Oh là là, mais ça, c'est... on l'a expérimenté, n'est-ce pas? Parfois en plus, parfois en moins. Et on a appris. Et là aussi, dans ce sujet, c'est très important. Et quand le débat et le mot qui sera employé pour décrire ce prix, cette taxe et tout ça, sera important aussi. Mais ça, c'est une réponse longue. La réponse courte à votre question est oui. Monsieur Villani, bonjour. Je me permets d'intervenir dans le cadre de ces rencontres philosophiques. J'ai entendu que vous avez utilisé le mot esprit critique. L'intelligence artificielle, quoi en faire par rapport à la démocratie, puisque penser à la place des humains, voter à la place des humains, questionnement. Vous avez aussi évoqué vos inquiétudes par rapport au monde animal et je le partage. Moi, j'ai envie de questionner sur vos inquiétudes par rapport aux humains. Vous avez... donc ma question... voilà, je vous la pose. Je ne suis pas très à l'aise. En tant que président, alors c'est une question qui est en rapport avec votre investissement politique, puisque on vous a écouté. Là, vous avez quand même beaucoup parlé de votre engagement politique, de politique. Et donc ma question, la voici. En tant que président de la commission de l'OPEX au Sénat sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid, je vous vois sourire, vous avez refusé de rendre publiques les auditions, alors que c'est l'usage, afin que vive la démocratie. Et cela alors que des centaines de citoyens vous avaient adressé des mails. Je pense que votre boîte mail a été un petit peu saturée. Oh que oui. Afin de rendre publique l'audition des spécialistes et des citoyens qui sont venus témoigner. Pourquoi ? Si leurs témoignages ne vous semblaient pas crédibles, pourquoi ne pas les rendre publics ? Cela aurait conforté le discours gouvernemental. Et si au contraire leurs témoignages s'avéraient justes, honnêtes, pourquoi refuser la possibilité aux citoyens français de les écouter et de leur permettre ainsi de se faire leur propre opinion ? Merci, monsieur.
on change, on sort un peu du débat Tout fixé à au fait, préalable. tout à fait. Mais j'espère Et- que monsieur Ouais, je vais vous répondre. n'utilisera Oui, pas tout la à langue fait. politicienne pour m'en Et, répondre. C'est pas le genre. et je souris parce que hier j'étais dans un débat sur les lanceurs d'alerte et de Julian Assange et il y a aussi eu une question presque la même que la vôtre qui est venue de la salle. Les organisateurs ont taclé. Ensuite j'ai passé un bon quart d'heure à discuter en tête-à-tête avec la personne qui a posé la question. Mais je me suis habitué à cette idée que maintenant, quel que soit le débat, quel que soit le sujet, et qu'on parle des animaux, de l'intelligence artificielle, de la tech, il y aura quelqu'un dans la salle pour me poser cette même question. Et donc c'est un sourire qui n'est pas un sourire crispé, mais un sourire plutôt familier. Allez, on retrouve la bonne vieille question. Alors, maintenant, je vais reprendre factuellement une partie de ce que vous avez dit, et je vais le présenter d'une façon qui est... D'abord, il est vrai que ma boîte mail a été inondée. C'est une façon légitime de faire pression sur le politique. J'ai pu l'employer moi-même, ou des associations, pas moi en tant qu'envoi, mais il est arrivé que sur des débats animalistes, par exemple, des associations appellent leurs adhérents à envoyer des emails à leurs députés, leurs sénateurs, leurs sénatrices, en prévision de tel ou tel vote sur un sujet qui parle de conditions animales ou de qui sait quoi. Mais là, sur le thème que vous évoquez, ça ne s'est pas limité à ça. Ça a atteint des sommets jamais vus. Par exemple, convocation par huissier, remise le jour de l'audition à un président en exercice, demandant à la personne, en l'occurrence moi, président des débats, une demande par huissier pour que soit entendue telle et telle personne, demande par huissier me demandant si j'ai bien conscience que, en substance, on empoisonne la population, etc., etc. C'est quelque chose de jamais vu. Et je me souviens de la tête de l'administrateur qui était à mes côtés quand on a reçu la convocation par huissier. Et évidemment, ma réponse a été, on n'en tient pas compte, il est hors de question pour le politique en exercice de se laisser intimider par des menaces judiciaires. Surtout quand toutes les pratiques habituelles ont été respectées, et ça a été le cas. Quand le Sénat nous a saisis à l'Office parlementaire scientifique d'une commission d'enquête sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid, on savait très bien que ce serait un sujet hypersensible. Et le Sénat nous l'a confié, d'abord parce que notre boulot à l'OPEC, c'était notre boulot que de répondre à l'instruction scientifique des dossiers à fort contenu politique. Ensuite, parce qu'ils avaient confiance dans notre capacité à organiser le contradictoire, à entendre les différentes parties. Et c'est ce que nous avons fait. Avec d'abord les rapporteurs nommés selon toutes les règles. On savait qu'on serait extrêmement scruté par toutes les parties. Les processus de désignation ont été faits avec encore plus de soins que d'habitude. Alors pour la deuxième partie de l'enquête, on a un rapporteur qui a démissionné, qui a fait faux bond, qui d'ailleurs faisait partie de la majorité présidentielle. Mais on a continué avec 3 rapporteurs de l'opposition et ils ont fait le boulot sincèrement et objectivement selon les procédures habituelles. Premièrement, déterminer toutes les personnes à écouter selon des modalités que eux choisissent. Et ils ont choisi que ce serait en audition privée qu'ils entendraient toutes les parties. Deuxièmement, audition publique, parfaitement. Le rapporteur a parfaitement le choix, de la même façon que moi, dans ma mission intelligence artificielle, la grande majorité des auditions que j'ai eues étaient des auditions pour lesquelles il n'y a pas de compte-rendu explicite. Il y a un compte-rendu, mais il n'y a pas d'enregistrement. Il y a seulement des comptes-rendus synthétiques. Et nous avons organisé quelques auditions publiques. En l'occurrence, pour les vaccins, nous avons eu une audition publique. Elle a duré, je pense, 4 heures. C'est moi-même qui l'a présidée. Et j'ai reçu les félicitations, y compris des partis opposés au gouvernement, des gens comme Amin Umlil, sur la façon dont le contradictoire avait été géré pendant le débat et sur la façon dont les experts choisis d'un côté et de l'autre par les rapporteurs ont été entendus. Nous avons fait notre part du travail là-dedans. Si certains experts n'ont pas été retenus par les rapporteurs pour faire partie de l'audition publique, c'est de la responsabilité pleine et entière et assumée des rapporteurs, avec le soutien d'un secrétariat scientifique qui est à niveau et qui s'informe, et avec on va dire, la supervision plus lointaine du président qui vérifie que toutes les règles sont respectées. Nous avons respecté toutes les règles en la matière. L'audition publique est en ligne, visible, avec
tous les commentaires et les 3-4 heures d'audition qui sont là. Et d'ailleurs, un moment où la vidéo est tombée en panne, nous avons attendu, j'ai demandé à ce qu'on attende que tout soit réparé pour pouvoir reprendre les débats et qu'ils soient complets. Et pour les autres témoignages, absolument rien n'empêche les personnes qui souhaitent le faire de le porter à connaissance du public, des citoyens. Mais dans le cadre de cette commission, les rapporteurs ont jugé qu'après les avoir entendus, ils ne les ont pas retenus pour l'audition publique. Voilà, cher ami, ce que je peux vous dire. Eh bien, merci pour ta transparence. La transparence est nécessaire dans ce monde où les gens s'interrogent parfois légitimement. Bonjour, je m'appelle Benjamin Touvenel, je suis membre de l'Académie des sciences d'Agen, lettres et arts d'Agen, pardon. J'ai 2 petites questions pour Monsieur Villani, que j'ai raté à Florence au festival astronomique. Superbe festival de Florence. Magnifique, vous êtes Encore un fleuron du Sud-Ouest. Vous êtes parti avant la séance des questions, Monsieur Villani, donc j'en profite. Comme vous Ah êtes là à là Agen. là 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 là. Répondre à une Oui, question oui, qui oui. aurait dû être posée. Oui, oui. Je Ah peux mais monter- j'étais présent 2 je jours peux monter avant. encore plus haut. Donc j'ai une question à l'homme. Est-ce que vous doutez, puisque vous aimez beaucoup le doute, est-ce que vous doutez un seul instant que nous soyons à la fin des temps, au sens biblique du terme? Première question. Et aux mathématiciens, est-ce que vous avez étudié la thermodynamique de l'évolution de François Rodier? Voilà. Et un petit clin d'œil à Monsieur Lourado. Je trouve que vous ressemblez à Elon Musk. Voilà, merci. Est-ce vraiment un compliment? Est-ce que vous m'autorisez à la tweeter celle-là ou pas? Parce que Non, non, je m'y oppose. Il est taquin. Premièrement, doute, oui. Et d'abord, je fais partie des gens qui assument le fait que dans un contexte scientifique, le doute est au départ une valeur positive, que la plupart des grandes avancées scientifiques, et dans bien des cas des grandes avancées de société, ont commencé quand quelqu'un a douté, genre Galilée finalement, est-ce que c'est vrai que le corps lourd et le corps léger tombent à la même vitesse? Genre, est-ce que c'est vrai, Newton, est-ce que c'est vrai, après tout, que les planètes et les étoiles sont des forces d'attraction différentes, etc., etc. Et si le doute a été dévoyé, c'était le sujet de ma conférence à Florence, par les grands intérêts organisés et par des lobbies, considérant que c'est justement parce qu'ils ont compris que c'était au départ une valeur positive, et qu'en semant le doute et en cultivant le doute, ils arriveraient à la fois à faire douter les citoyens et à ranger derrière eux une partie de personnes à l'esprit scientifique qui se mettraient de bonne foi à reprendre ce doute qui a été cultivé exprès et à dessein. Et donc, oui, je doute de bien des choses. Alors, comme le dit Henri Poincaré dans une de mes citations préférées, que je cite aussi dans la tribune de Ouzbek Erika, douter de tout ou tout croire, ce sont 2 attitudes également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. Prendra les applaudissements pour ce cher Henri, dont je vous invite à visiter, quand vous êtes de passage à Paris, la tombe au cimetière du Montparnasse, tout près de la sortie côté Grand Cimetière, côté Froidevaux. c'est bien, avec le cimetière, tu vas faire la liaison sur la seconde question. Et avec le cimetière, je vais faire la liaison sur la seconde question, puisque la mort est le berceau de la vie, que la sélection naturelle, avec toute sa pression, est ce qui aussi relance l'évolution. Et oui, thermodynamique évolutive. On m'a à plusieurs reprises des passionnés, des personnes à l'esprit scientifique m'ont fait part de cette théorie, m'ont envoyé des ouvrages que j'ai parcourus et dont sans avoir jamais approfondi, c'est ma conviction qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Aussi ma conviction que les liens entre thermodynamique et évolution vivante, thermodynamique et vie, sont toujours en flux, au sens où on n'a pas encore, c'est pas une discipline qui est sur laquelle c'est une discipline, pour le coup j'en suis persuadé, sur laquelle on va encore changer d'avis à plusieurs reprises et où il y a des changements de perspective qui vont venir. C'est une question qui était posée à l'un des conférenciers, David Elbaz, au Festival de Florence. Je ne sais pas si vous étiez à sa conférence. Il faisait un exposé qui s'appelait sur les ruses de la lumière, comme il disait.
Il a écrit un ouvrage qui est impressionnant. Au début, Elbaz est un chercheur connu et reconnu, un directeur de recherche extrêmement compétent, mais quand j'ai vu l'ouvrage, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a, une dérive mystique ou quelque chose de ce cher David? Mais en l'occurrence, c'était extrêmement sérieux et parlant de tout ce que la lumière apporte comme complexité, comme vie dans le monde, et toute une énorme insistance sur la thermodynamique associée à la lumière et sur le fait que ça change de façon importante le décompte des mécanismes biologiques à l'œuvre. Et combien le fait, par exemple, que la réplication de l'ADN, du fait des processus et de ce qu'on peut, quand on prend en compte les échanges d'énergie, les échanges photoniques qui sont arrière, est un processus qui crée énormément d'entropie. Et combien on renverse l'argument ancien d'Erwin Schrödinger sur la vie vue comme une sorte de résistance à la loi de Schrödinger et son chat, Schrödinger et ses leçons sur la vie. Et comme la vie était vue comme une résistance à l'augmentation de l'entropie avec des poches d'états organisés comme les êtres vivants. Au contraire, dans cette nouvelle vision que propose Elbaz, et pas que lui, mais d'autres, la vie est un processus qui est une façon d'augmenter de façon considérable l'entropie. Et je me souviens qu'un des auditeurs a posé la question aussi à Elbaz sur la thermodynamique de l'évolution. C'était peut-être vous d'ailleurs, si vous y étiez. Et non, ça ne devait pas être vous. Il la pose régulièrement, semble-t-il. Mais il aurait pu, il pourrait. Et Elbaz, lui aussi, répondait en substance que ce n'était pas la même chose que ce à quoi il pensait, que sans être convaincu, il pensait qu'il y avait des éléments solides et importants dans cette théorie. Pour la fin du monde, ouais, je doute, mais là, on est vraiment dans une notion, c'est quasiment du rapport de la. Mais vous avez parlé de Bible, c'est quasiment une rapport, c'est du ressort du très intime. Mais non, il est très possible qu'on soit à l'aube, non pas de la fin des temps, mais d'une période très longue et extrêmement chaotique dans laquelle il y a des phénomènes d'effondrement civilisationnel. Je crois pas à l'extinction de l'humanité. Un tel avec les 8 milliards et quelques, c'est tellement solide, tellement résilient et tout, que ça survivra quoi qu'il arrive. Mais ça peut survivre dans des conditions plus ou moins bonnes, dans des conditions de démocratie et de guerre plus ou moins bonnes. On est dans un contexte de recrudescence de guerre, de diminution de la démocratie, d'augmentation des murs, sont des tendances très documentées sur les 20 dernières années, encore plus depuis la crise financière de 2008. Et les temps à venir, objectivement, ne sont pas forcément des plus réjouissants. À cela, il faut opposer le sourire de ceux qui savent qu'au moins, ils agissent et font leur devoir. Je voulais faire un... Merci. Merci, Monsieur Villani. Je voulais faire un clin d'œil à Alain Aspect. Donc, on a la chance à Agen d'avoir un prix Nobel de physique. Et comme vous parlez de lumière, voilà. Merci. J'ai oublié quelque chose, une référence tout à l'heure. Quelqu'un parlait de finances vertes. Actuellement, la situation est fort mauvaise, au sens où la quasi-totalité de la finance verte, c'est du greenwashing et autres. Bertrand Badré, que vous avez entendu récemment, est l'une des rares exceptions de personnes qui, dans la finance, se lancent avec sincérité et une vraie perception de ce que sont les différents enjeux à l'échelle. Je vous recommande un ouvrage comment s'appelle-t-il, premier auteur, c'est Le Fournier, c'est pas Fournier, mais Le Fournier, et l'autre qui est Grandjean, Alain Grandjean, qui est l'un des fondateurs de Carbone 4. Le Fournier et Grandjean, l'illusion de la finance verte, tableau sans phare de ce qu'est la finance verte aujourd'hui, ou plus précisément ce que c'était il y a 2-3 ans. Depuis, il y a eu de toutes petites avancées dans les réglementations, mais qui montrent aussi à quel point il y a beaucoup de paroles, mais ça n'a pas vraiment commencé. Des intentions, des gens qui ont de bonnes idées, mais aujourd'hui juste pas mis en place en pratique. Quelques petites exceptions près. Bonsoir messieurs. Moi je voulais revenir en fait sur ce que vous disiez, Monsieur Villani, sur le fait que pour la transition dans l'agriculture, on savait ce qu'il fallait faire. Et en fait, il n'y a pas que dans l'agriculture qu'on sait a priori ce qu'on veut faire.
il y a plusieurs associations et instituts, je pense à l'Institut Rousseau et le Shift Project, qui ont déployé quand même des plans de transformation de l'économie qui sont extrêmement concrets et chiffrés. Et l'une des hypothèses qui sont utilisées, c'est justement d'utiliser des technologies matures. Parce que justement, on n'a pas besoin de cette croyance sur une innovation qui nous sauverait. Et justement, je voulais vous faire réagir là-dessus. On a des plans qui existent a priori multisectoriels. Pourquoi est-ce que les politiques n'en prennent pas conscience? Je ne sais pas s'ils en prennent conscience ou s'il y a un acte politique de ne pas les utiliser ou pas les mettre plus en avant. Mais en tout cas, je voulais vous faire réagir là-dessus. D'abord, effectivement, c'est l'un des partis pris du Shift Project, dire essayons de résoudre les choses à technologie aujourd'hui. Alors, ils se permettent quelques petites libertés avec leurs propres règles, hein. Ils tablent sur certaines améliorations technologiques à des rythmes qu'ils espèrent réalistes, mais globalement, à quelques nuances près, effectivement, ils se disent on cherche une solution, des solutions avec les outils dont on dispose aujourd'hui, ou presque. Et ça, je dirais, c'est presque une règle de rigueur normale. Si vous êtes dans la panade, vous allez chercher, l'attitude responsable, chercher un plan qui vous sorte de la panade avec les outils qui existent. Et puis, si, par miracle, vous avez un héritage qui vous tombe du ciel ou une entreprise, votre concurrent qui fait faillite ou qui sait quoi, ben vous allez le prendre comme un plus qui va vous aider. Mais votre plan, il ne doit pas compter là-dessus. Surtout si c'est un plan dont dépend votre survie. Et donc, évidemment, il y a cette philosophie qu'on aimerait voir bien plus souvent. C'est une démarche qui est pourtant très difficile à faire. Dans combien de pays vous avez des instituts qui ont pu mettre en place une réflexion argumentée, solide, transversale, chiffrée de l'ensemble de la transition? Même le Shift Project, il y a quelques angles morts et sur des questions de. Et puis c'est très orienté climat, beaucoup moins sur les questions de biodiversité. Vous allez me dire, en France, c'est moins important la question de biodiversité. C'est plus ou moins vrai si on oublie les outre-mer et encore. Par exemple, sur la forêt, on voit bien que dans la partie réflexion du Shift Project, il manque un volet sur biodiversité dans les forêts, des choses comme ça. Mais ensuite, quand vous regardez à l'échelle mondiale, ce sont des sujets, et le Shift Project, c'est vraiment orienté français, dans un monde qui est global. C'est extrêmement, c'est beaucoup plus complexe. La force du plan de l'IDRI que j'évoquais, le plan 10 Years for Agriculture, qui est un plan argumenté, raisonné, contestable, contesté, mais qui se renforce à chaque fois, qui vous donne les conditions, qui vous dit aussi que c'est réalisable que si on sort de tel ou tel traité. Par exemple, il faut sortir du traité international d'organisation des productions de légumineuses. C'est un document qui travaille à l'échelle européenne. Ça, c'est une contrainte considérable. À l'échelle mondiale, encore plus. Il y a eu quelques tentatives. Aujourd'hui, quels gouvernements ont annoncé, se sont dit on va tenter de mettre en place ça? Il n'y en a pas à ma connaissance. Je n'ai jamais vu dans une campagne présidentielle des politiques dire on va mettre en œuvre le plan qui est issu de la réflexion de ceci ou de cela. Quand vous êtes dans le bain politique, vous comprenez un peu mieux les obstacles à ça. Le climat d'urgence permanente, les écrans multiples à ce que vous soyez en face de l'information, le jeu des partis, quand un parti joue sa survie, il ne va pas mettre en avant, par exemple, le plan de survie pour la société, mais il va travailler sur le thème qui va lui permettre d'organiser des rangs, de se sauver dans des astres électorales ou des choses comme ça. Et vous avez toutes sortes de choses qui éloignent le champ politique de cela. Et puis, aujourd'hui, triste réalité, et là, je n'ai pas la solution, c'est le constat. Il y a le décalage quasi schizophrénique de la société entre ce qu'on décrit comme étant les thèmes qui comptent et le vote après. Les Français, quand vous interrogez, vous disent à une majorité d'entre eux, une grosse majorité, une bonne majorité,
que les accords de Paris sur le réchauffement climatique, c'est important, qu'il faut limiter l'empreinte carbone et tout ça. Mais la très grande majorité d'entre eux a voté pour des programmes présidentiels incompatibles avec la trajectoire des accords de Paris. Comment vous faites avec ça? Les Français vous disent à une écrasante majorité qui se soucie des questions de bien-être animal que c'est important, c'est des 80%, 90% selon les questions. N'empêche que les dernières élections législatives, quasiment tous les députés qui s'étaient engagés avec force sur la condition animale ont été éliminés. La seule exception, c'était Bastien Lachaud, chez les Insoumis. Et puis il y en a un qui a été élu, qui est Aymeric Caron, qui lui est très engagé, mais tous les autres qui ont vraiment fait du bon boulot et qui ne sont pas dans ma famille politique, mais dont je dois dire qu'ils ont fait du bon boulot. Les gens comme comment s'appelle-t-il, celui qui était le président du groupe oui, de Dombreval, les gens comme Loïc Dombreval, il a été battu, alors qu'il a vraiment fait du bon boulot sur les questions de conditions animales. Et d'autres, des gens comme Dimitri Houbron, et il a été battu chez les Républicains, quelqu'un comme Éric Diard, qui était l'un des mieux notés, et un très rare exemple de député LR qui était sincèrement, fermement engagé là-dessus. Ils se sont tous fait éliminer sèchement. Je pourrais me mettre aussi dans la balance, mais je faisais partie du lot des éjectés. Donc vous voyez qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui font qu'au moment du vote, il y a tout un ensemble d'écrans, aussi cognitifs, aussi par le fait que les mots comptent, le fait que les images comptent, le fait qu'à la fin des fins, vous ressentez tel ou tel sentiment d'urgence. Vous ne votez pas en fonction tellement des sujets et des programmes qui sont portés. Et les politiques savent très bien qu'à la fin des fins, ce n'est pas sur un programme qu'on gagne une élection, en tout cas aujourd'hui. Et j'ajouterais simplement, on l'observe là, par rapport à des programmes qui seraient préétablis, qu'il y a forcément de l'aléa. L'aléa extérieur, l'aléa géopolitique, en ce moment on l'observe, bouleverse à chaque fois le calendrier législatif et la vie démocratique. C'est aussi cela la difficulté, et qu'il faut intégrer dans la réflexion pour essayer de faire changer les choses en profondeur. Le but, encore une fois, c'est d'obtenir de la transversalité et du partage par l'ensemble et la majorité de nos concitoyens. By the way, Baptiste, il était bien notre programme pour une certaine campagne municipale. Je crois, oui. Écoute, on va pas remettre ça. Une dernière question ? Oui, moi ça va être très rapide parce que les idées c'est très bien, je vous ai écouté, mais il y a les sciences, il y a les techniques, et puis au-dessus des techniques, il y a les sciences. Et la science qui nous gouverne, bon, c'est des souvenirs de 60 ans, hein. La thermodynamique, donc monsieur là-bas en a parlé. La thermodynamique, je me rappelle de deux choses. C'est donc l'entropie. Comment c'est le premier article, je ne sais plus comment, je ne trouve pas le mot. Le principe, voilà. Le second principe de la thermodynamique, Non, la croissance de l'entropie okay, pour un système réversible et clos. Bon, mais écoutez, je vous ai écouté pendant 2 heures, moi. Alors, non, mais il faut appeler un chat un chat. Alors, le premier principe, il y a peut-être des personnes qui ne le connaissent pas. C'est qu'une énergie, une fois consommée, n'est pas perdue. Alors, vous dites, chouette. Ouais, mais il y a un deuxième principe. C'est qu'elle n'est pas perdue, mais elle n'est plus récupérable. Pof. Donc, la fin du monde va arriver un jour ou l'autre. Et quand le soleil s'éteindra, mais en attendant, c'est sûr, vous avez dit des bonnes choses, dont celle de, soit on est capable de produire des énergies pas chères, moins chères, moins polluantes, et dans ce cas, on peut encore, parce que tout changement, on veut faire des changements pour des économies de ceci, cela, tous ces changements demandent de l'énergie. Et l'énergie, il en faut une qui coûte pas cher. Moi, j'en connais qu'une. C'est l'énergie nucléaire. Voilà. Alors, une petite remarque. Merci beaucoup merci beaucoup. Et vous avez raison que dans le débat démocratique, les uns les autres doivent parler.
Une remarque sur la fin du temps. Ici, on me souffle, ouais, mais à la fin, le soleil va s'épuiser, il y aura le trou noir, ce sera la fin des temps et tout ça. Ah, quand vous regardez à très très grande échelle, c'est pas sûr et on ne sait pas. Si l'univers est fini et que sa masse est suffisamment élevée, et ça dépend de la quantité de masse dans l'univers, la force gravitationnelle, peuvent conduire à un moment à un repli qui serait une sorte de symétrique du Big Bang dans lequel l'univers se replie sur soi-même et s'effondre. Longtemps après la disparition du système solaire, d'accord. Mais ça veut dire possibilité pour un nouveau temps, un nouvel univers et qui sait quoi. Et puis sur la question de l'énergie nucléaire, on peut relancer le débat pendant une bonne heure, mais la question du prix est débattue et sujet de plein de polémiques que je ne vais pas ouvrir ici. La question de la fiabilité est débattue avec beaucoup plus de vigueur quand on voit aujourd'hui que le parc nucléaire français n'arrive pas à fournir ce sur quoi on comptait, quand on voit qu'il y a une douzaine de réacteurs qui sont frappés d'un mal qui était inattendu, qui s'appelle corrosion sous contrainte. D'ailleurs, c'est dans une audition de l'Office parlementaire scientifique que les responsables de l'ASN, qui sont des gens très compétents et responsables, nous l'ont annoncé pour la première fois, et où on voyait aussi un inconvénient de la technologie, c'est que vous avez beau être très malin, plus c'est compliqué, plus il y a de chances qu'il y ait un défaut inattendu qui vous tombe dessus. Et là, la corrosion sous contrainte, c'était un de ces trucs subtils qui n'avaient pas été prévus par les gens compétents et qui se voient de façon très dure aujourd'hui sur la production électrique d'EDF. Et ensuite, le débat sur l'énergie. Attention, l'énergie, ce n'est pas que une utilité. L'énergie, c'est un truc qui fait partie de toute la vie de la société. Certains vous diront que ça fait partie des outils de la société. Donc il y a un débat pour savoir si ça doit être démocratisé au sens réparti également sur le territoire et sur les compétences de la société, ou au contraire concentré dans des pôles d'expertise et de responsabilité. Le débat est très important aussi là-dessus. Centrale nucléaire, c'est un endroit dans lequel vous produisez beaucoup d'énergie, mais qui est ultra sécurisé. Le jour où il y a une guerre, le monde entier se demande est-ce que la centrale va être bombardée. On l'a vu avec Zaporizhzhia. Ce sont des personnes en situation de responsabilité qui sont derrière. Est-ce qu'on leur fait confiance ou pas? C'est un choix de société. À l'opposé, remplacer la centrale nucléaire par le méthaniseur. Je ne vais pas faire le parallèle avec les énergies renouvelables parce qu'il est mauvais. Renouvelable est intermittent. En revanche, le méthaniseur ne l'est pas. Le méthaniseur qui vous produit du biométhane, il vous produit 1000 fois moins d'énergie que la centrale nucléaire, mais il vous demande 1000 fois moins de personnes. Avec 2 personnes, vous faites tourner votre centrale de méthanisation, là où il en faut des milliers, des centaines ou des milliers pour votre centrale nucléaire. Il peut être réparti dans la société, sur le territoire, le méthaniseur, là où maintenant la carte des centrales nucléaires en France, elle ne bougera plus pendant longtemps. C'est devenu politiquement impossible de créer une nouvelle centrale et politiquement impossible d'en fermer une d'ailleurs, ou quasiment impossible. Donc là, vous voyez combien ce sont des choix de société aussi. Et l'énergie, c'est trop important, trop général, trop fondamental, premier principe de la thermodynamique, effectivement, pour qu'on se limite à juste sa fonction utilitaire. Dans les années 70, à une époque bien avant qu'on parle réchauffement climatique et autres, lisez les intellectuels écologistes comme Françoise Daubonne, la critique du nucléaire, elle porte à part égale sur la question des déchets et sur la question de la démocratie dans la gestion de l'énergie. Et ça, c'est un débat qui encore, à l'échelle française, n'est pas le même qu'à l'échelle mondiale. Vous voulez vraiment des centrales nucléaires en Afrique ? Vous voulez vraiment des centrales nucléaires pour assurer l'énergie en Inde, dans le pays de l'accident de Bhopal? Encore davantage, je veux dire, que ce qu'il y a maintenant. Ici, il y a ces choix aussi qui sont à faire par rapport aux questions de distribution des compétences de la société. Et ça me permet ma dernière remarque par rapport à l'avenir de l'humanité, auquel je n'ai pas vraiment répondu. Il y a un sujet qui, pour un écologiste, pose souci de façon aussi importante que l'effondrement de la biodiversité, c'est l'effondrement en cours de la diversité des compétences spécialisées humaines.
sujet qui s'est invité au cours de mon mandat de façon répétée sur tous les thèmes et qui est un truc qui doit vous faire cauchemarder. Un des obstacles majeurs, par exemple, pour la transition agroécologique, ah ouais, il y a des obstacles, c'est que là, on n'a pas assez d'agriculteurs et si on veut faire la transition, c'est dans le Shift Project, ils nous disent 500 000 nouveaux agriculteurs à trouver en une génération. Doubler le nombre d'agriculteurs qu'il y a maintenant, alors que la tendance est plutôt la diminution encore en flèche du fait des départs à la retraite. Mais on a l'impression que nos jeunes, grande majorité, ne veulent pas devenir agriculteurs. Et n'ont pas, pour beaucoup, reçu le narratif qu'on doit leur transmettre, que c'est un métier qui va sauver la planète. Mais aussi dans les centrales nucléaires, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens de l'ASN? Sujet qui est numéro 1, perte de compétences. Manque d'ingénieurs dans les filières. Manque de soudeurs spécialisés en France. On doit les importer de l'étranger. Grâce à qui? À qui, moi? Vous croyez que les écolos... Vous avez déjà vu les écolos au pouvoir en France? Les écolos en charge d'un ministère puissant en France un jour? Un jour? Pas longtemps en tout cas. Pas longtemps en tout cas. Donc dire que c'est de la faute des écolos s'il n'y a plus d'ingénieurs, techniciens spécialisés aujourd'hui en France, je ne suis pas convaincu. Et on pourrait continuer. Sujet numéro 1, inquiétude numéro 1 sur l'enseignement en France, pénurie de profs. On n'a plus de profs de maths. Mais vous allez dans les filières, vous dites, là, si une société dans laquelle on trouve plus de fondeurs, plus de soudeurs, plus de profs, plus de... Alors, pompiers, il n'y a pas longtemps, j'entendais un exposé d'un responsable pompier qui nous disait notre problème numéro 1, c'est la diminution d'effectifs de pompiers. Les jeunes ne veulent plus devenir pompiers. Va arriver peut-être le jour où il nous faudra importer les pompiers. Ça, c'est un drame aussi inquiétant pour la société humaine que l'est du côté biologique l'effondrement de la biodiversité. Et il y a urgence à trouver comment remettre à l'ordre du jour toute la beauté fondamentale, vitale qu'il y a pour cette diversité de compétences dans la société. Je n'ai pas la solution, mais je vous dis juste c'est un problème majeur, existentiel pour notre société. Eh bien, je crois...